pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? C'est le 33e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Et comme tous les ans, nous estimons absolument indispensable de commémorer cet événement pour des raisons diverses. Mais la raison principale, c'est que on avait tous espéré que la Chine irait dans une direction qui ressemblerait un peu à une forme d'ouverture et de démocratie. Et en fait, cette année, on voit qu'elle s'oriente vers la fermeture. Alors on me dit que c'est pas assez fort. Comme je sais pas comment faire le son plus fort. 韩荣丽可以过来吗？韩荣丽在哪儿？你可以把声音做得大一点。谢谢你，这样可以吗 ？OK, merci. Donc, qu'est-ce qui nous rassemble ici et qu'est-ce que nous espérons? Je dirais, nous refusons le défaitisme. Nous savons que la situation va mal en Chine, nous savons que ce n'est pas cette manifestation de ce soir qui va changer la donne, mais nous sommes convaincus qu'en Chine, un nombre considérable de Chinois espèrent la démocratie et qu'ils comptent sur nous pour rappeler cette vérité. Beaucoup de personnalités cyniques ou bien simplement intéressées par le business avec la Chine nous affirment que les Chinois, à 95%, soutiennent Xi Jinping. Je n'y crois pas. Si les Chinois sont obligés de dire qu'ils soutiennent Xi Jinping, ils le diront. Ça ne veut pas dire qu'ils le pensent. Donc, je ne ferai pas de statistiques. Je ne sais pas combien ils sont à souhaiter la fin du régime de Xi Jinping, mais je dirais que je pense qu'ils sont extrêmement nombreux. Et sur 1 milliard, c'est pas s'aventurer beaucoup que de dire ça. L'autre raison pour laquelle je pense que c'est très important que nous nous rassemblions aujourd'hui, c'est que je crois que d'une certaine façon, la guerre en Russie ne serait pas la même si la Chine n'existait pas. De même que la Russie ne peut pas supporter la présence d'une région libre et démocratique à sa porte, l'Ukraine, la Chine ne peut pas supporter la présence d'une région autonome, libre et démocratique comme l'était Hong Kong. Et donc, les deux gouvernements se soutiennent, pas nécessairement d'une façon très explicite, mais dans les coulisses, c'est évident, et devant les instances de l'ONU, c'est carrément éclatant. De plus, la Chine a acheté tous ses clients, donc s'il faut voter pour ne pas critiquer la Russie, on donne quelques millions à tous les pays qui vont suivre la Chine et on décide de rester neutre et de ne pas critiquer la Russie. Alors après, certains vont vous dire 60% des pays qui ont voté pour ne pas critiquer la Russie. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire qu'ils sont payés par la Chine pour voter comme ça. Donc il faut que nous, on soit lucides et qu'on continue à se battre pour les forces démocratiques. Et surtout, il ne faut pas que nous abandonnions le combat. Parce que abandonner le combat, c'est donner la main forte, la main mise aux dictatures. Donc aujourd'hui, vous êtes nombreux, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de prendre la parole et je m'en réjouis. Je crois que un des sujets qui nous préoccupe, nous tous ici, et c'est une évidence, c'est le climat. Alors là encore, vous allez souvent entendre que les Chinois sont formidables, qu'ils ont inventé la voiture électrique, qu'ils sont les meilleurs pour respecter l'écologie, qu'ils vont faire des choses fantastiques. Alors, je voudrais dire juste une chose, un détail. J'ai noté pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, les efforts qui sont faits dans le monde pour arrêter la production d'électricité à partir du charbon, lesquels efforts sont importants, en France en particulier, sont réduits à néant par la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a annoncé l'ouverture de nouvelles centrales thermiques au charbon. Dans les 12 prochaines années, 2 nouvelles centrales thermiques au charbon vont s'ouvrir, devinez, tous les mois. Tous les mois. Et ils annoncent la couleur, les Chinois. Si on écoute un peu, si on cherche dans les documents, ils ont dit qu'ils commenceraient à diminuer
leur émissions de gaz à effet de serre à partir de 2050. Donc, tous ceux qui nous disent que les Chinois sont un modèle en matière d'écologie, franchement, je ne sais pas comment ils peuvent croire une chose pareille. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, je voudrais donner la parole à Madame Sandrine Rousseau, qui est ici, parce qu'elle doit bientôt s'en aller, vous pouvez imaginer, elle est très occupée en ce moment, et je serais ravie que vous disiez deux mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir organisé ce rassemblement à la mémoire des victimes de la répression de la place Tiananmen. Je suis ici pour dire deux choses, c'est qu'une partie de cette mémoire, finalement, nous en sommes dépositaires et responsables, non pas que nous ayons, et en tous les cas pas moi, vécu ces événements, mais vu l'ampleur des efforts qui sont menés par la Chine pour oublier ce qui s'est passé et pour faire en sorte que cet événement, comme tant d'autres, disparaissent de l'histoire de la Chine et de l'histoire des mémoires des personnes. Et bien, il est important que ici nous puissions dire que quelque chose de cette mémoire, un petit bout de cette mémoire, ici vit et vit de manière importante. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il est important aussi que l'Assemblée nationale soit un lieu où on préserve les valeurs qui sont les nôtres, et en l'occurrence la liberté des peuples, la liberté des minorités à exister au sein des peuples. Et je pense ici évidemment au peuple ouïghour, dont il est très important de rappeler que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est non seulement scandaleux, mais devrait susciter une indignation internationale bien plus importante qu'elle ne le génère aujourd'hui, et que c'est de notre responsabilité aussi, et sans doute nous, futurs élus, j'espère, de pouvoir porter cette indignation au sein des instances démocratiques qui sont les nôtres, et l'Assemblée nationale en fait partie. Voilà, merci beaucoup pour ce temps de parole. Et je rappelle que nous avons l'honneur à l'Assemblée nationale d'avoir reconnu que ce qui se passe au Xinjiang est un génocide. Alors, bon, c'est une première étape, hein, il faut que ça continue, mais c'est très important parce que j'étais à Berlin il y a un mois, et à Berlin, les politiques étaient furieux en disant « le Parlement français a reconnu le génocide et nous pas encore ». Donc, on est mis en modèle, j'ai envie de dire pour une fois, et c'est une bonne chose, et il faut qu'on continue. Je vois parmi nous beaucoup d'amis qui viennent du Tibet, du Vietnam. Dil Nouréane a annoncé qu'elle ne pouvait pas venir, mais qu'elle envoyait quelqu'un avec un petit mot pour parler du Xinjiang, mais je n'ai pas vu cette personne, donc elle se manifestera à moi. Et je voulais aussi vous dire une chose, nous avons ici des bougies, 6-4, en chinois on dit juin 4, donc c'est le 4 juin, et on a tenu beaucoup à mettre ces bougies aujourd'hui en mémoire de ce qui se passe à Hong Kong. Vous le savez, Hong Kong a rassemblé des dizaines, centaines de milliers de gens pour commémorer le massacre de Tiananmen dans la zone spéciale de Hong Kong. Et en 2018, ils étaient 130 000 au parc Victoria à commémorer. En 2019, ils étaient 180 000. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter dans un seul parc, c'est énorme, et nous, en comparaison, on est bien ridicule, mais ces 180 000 personnes qui manifestaient au parc Victoria, aujourd'hui, sont obligées de rester chez eux, sous peine d'être mises en prison, d'être repérées, d'être dénoncées, etc. Donc, on va aussi aujourd'hui donner la parole à nos amis de Hong Kong, parce que ce qui s'est passé à Hong Kong est quelque chose dont on n'a pas encore pris la dimension. C'est un événement absolument dramatique dans le monde démocratique. On n'avait jamais vu un pays démocratique qui basculait comme ça d'un coup sous un régime totalitaire et sans que le monde entier réagisse comme un seul homme, comme l'Union européenne l'a fait pour l'Ukraine à juste titre. Je pensais donner maintenant la parole à Cédric Alviani parce que il débarque de l'avion, il vient de Taïwan,
Cédric Albiani a tenu le bureau de Reporters sans frontières à Taïwan. Maintenant, ils sont 7 personnes à travailler à temps complet. Et c'est très très important parce que il est impossible d'ouvrir un bureau de Reporters sans frontières à Pékin, évidemment. Il n'est plus possible d'en ouvrir un à Hong Kong maintenant, hélas. Et donc Taïwan reste le dernier bastion de la démocratie chinoise dans la région, de culture chinoise dans la région, pardon. Et donc il faut absolument soutenir à la fois l'action de Reporters sans frontières et la démocratie à Taïwan. Merci Marie. Bonjour à tous. Il y a maintenant 33 ans, une des grandes revendications des étudiants de Tiananmen, c'était la liberté de la presse. Si on lit la constitution chinoise, si on lit la loi fondamentale de Hong Kong, la liberté de la presse est écrite en toutes lettres. Et malheureusement, c'est une liberté, comme beaucoup d'autres libertés, qui n'est pas du tout respectée en Chine, qui est de moins en moins respectée depuis que le président Xi Jinping est arrivé au pouvoir. C'est très préoccupant, non seulement bien sûr parce que le peuple chinois ne peut pas accéder à cette liberté qui est dans sa constitution, mais c'est très préoccupant aussi parce que le régime chinois, actuellement, en 2022, est en train d'essayer de mettre fin aux journalistes et au journalisme tel qu'on le connaît. Le gouvernement chinois, partout dans le monde, fait du lobby, fait des très gros efforts pour faire en sorte qu'on change la définition du mot journaliste, que journaliste ça devienne l'équivalent d'une personne qui fait de la promotion pour son gouvernement, une personne qui fait de la propagande, et que la dimension d'enquête, la dimension de protection des citoyens qu'on trouve chez les journalistes dans les démocraties soit quelque chose qui appartienne au passé. Et malheureusement, la Chine a des moyens énormes et le gouvernement de Xi Jinping est en train, petit à petit, de parvenir à ses fins. Donc c'est vraiment très important que les démocraties se mobilisent, c'est très important qu'elles se protègent, parce que maintenant la question n'est plus de changer la Chine. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de possibilités de changer ce qui se passe en Chine, mais c'est de faire en sorte que la Chine ne puisse pas changer les systèmes démocratiques, qu'elle ne puisse pas détruire cette capacité de nos systèmes de s'améliorer en ayant un miroir qui est présenté par la presse, qui permet de voir les problèmes. Aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, quand la crise du Covid a démarré en Chine, les Chinois ont soudain eu beaucoup plus peur de la maladie que de la censure et de la punition s'ils parlaient, et il y a eu un déluge de liberté d'expression sur Internet pendant un moment, jusqu'à ce que la répression les fasse taire. Donc il faut pas dire, on peut pas dire que les Chinois sont d'accord avec la politique répressive de leur gouvernement. On peut pas dire qu'ils sont contents et que le développement économique c'est la seule chose qui compte pour eux. Évidemment, comme tout le monde, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Comme tout le monde, ils ont envie d'avoir un contrôle sur leur vie, sur leurs institutions. Et pour ça, on a besoin de journalisme indépendant, on a besoin d'investigation. Et c'est quasiment plus possible aujourd'hui en Chine. On a publié ce rapport que vous pouvez télécharger sur le site de RSF et vous verrez que le journalisme d'investigation est considéré presque comme une espèce éteinte en Chine aujourd'hui en 2022. Je n'ai pas parlé de Hong Kong, mais Hong Kong était un territoire dans lequel la liberté de la presse était encore appliquée. C'était l'espoir pour les Chinois tant que la liberté de la presse existait à Hong Kong. Le fait que depuis l'an dernier, le gouvernement de Hong Kong, poussé évidemment par Pékin, supprime progressivement la liberté de la presse à Hong Kong, c'est aussi une manière de supprimer l'espoir des Chinois de voir un jour la liberté de la presse pouvoir être respectée dans le reste du pays. Et c'est vraiment très important que les démocraties arrêtent de fermer les yeux, qu'elles arrêtent de dérouler le tapis rouge au gouvernement chinois, qui est un gouvernement dictatorial, et que enfin elles prennent des sanctions qui sont des vraies sanctions pour faire en sorte que le régime chinois non seulement respecte sa propre constitution,
mais aussi ne soit plus une menace pour le journalisme et la liberté de la presse dans les démocraties. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Merci. C'était donc Cédric Albiani de Reporters sans frontières. Et pour faire l'intermède poétique, j'aimerais bien lire juste un petit passage d'un poème de Liu Hongbin. Liu Hongbin a écrit un poème très long en commémoration du 4 juin et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir sa fille ici présente et son traducteur, Guylaine Fabre, qui est un excellent traducteur. Donc je vais essayer de lire ça au mieux. Liu Hongbin, un jour dans les jours. Je reste hanté par la question. Ceux qui nous gouvernent sont-ils vraiment chinois? Je la tourne et retourne dans tous sens. J'ai beau chercher dans l'histoire de Chine, je ne trouve nul souverain d'aucune dynastie qui ait emprisonné ses sujets, en effet des otages, pour négocier l'aide étrangère à son profit. Ils disent que les droits de l'homme ne conviennent pas à la Chine, ce qui veut dire que la nation chinoise est inférieure aux autres et à l'humanité. Puissant, pourquoi discriminer les Chinois dont vous êtes en fabriquant cette inégalité? Ils disent que les poids et mesures, que les normes du monde ne peuvent avoir cours en Chine, ce qui leur laisse tout pouvoir de fausser les balances et de tromper le monde. Je reste hanté par la question. Ceux qui nous gouvernent sont-ils vraiment chinois? Je la tourne et retourne en tous sens. J'aime beaucoup ce poème parce que c'est un Chinois qui nous le dit. Hein. C'est pas à nous de dire ce que les Chinois veulent. Ce sont les Chinois qui nous disent les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme pour tout le monde. Ce ne sont pas des valeurs occidentales, ce sont des valeurs universelles. Voilà, un petit rappel indispensable. Alors, ceux qui défendent le mieux les valeurs universelles, c'est quand même Amnesty International. Et il y a une longue histoire d'Amnesty International et vous avez évidemment beaucoup fait pour défendre les prisonniers en Chine. Je voudrais juste dire une chose. Autant nous avons réussi à arracher quelques dissidents ou quelques prisonniers d'opinion en Chine jusque vers, disons, 2010-2011 péniblement, autant depuis que Xi Jinping est là, c'est fini. On n'arrive plus à arracher personne des geôles de Chine. Merci. Les 3 et 4 juin 1989, des milliers de personnes ont été tuées lorsque l'armée a ouvert le feu et envoyé ses chars sur les étudiants et les travailleurs qui occupaient pacifiquement la place Tiananmen à Pékin pour demander des réformes politiques et économiques et la fin de la corruption. Depuis ce 4 juin 89, aux 4 coins de la planète est commémoré chaque année le massacre de la place Tiananmen. La plus grande de ces commémorations était traditionnellement organisée par le Hong Kong Alliance, qui rassemblait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes pour une veillée aux bougies dans le parc Victoria à Hong Kong, en hommage aux personnes tuées. En 2020 et en 2021, cette veillée a été interdite pour des raisons de pandémie de Covid-19. Depuis l'adoption de la loi liberticide relative à la sécurité nationale en 2020, l'espace civique à Hong Kong a été considérablement restreint. Près de 100 organisations de la société civile, dont des médias en ligne et des partis politiques, ont été démantelés. Des journalistes et des défenseurs des droits humains ont été arrêtés. Le samedi 25 septembre 2021, la Hong Kong Alliance a annoncé sa dissolution suite à une pression de plus en plus forte de la part des autorités. Ses leaders avaient été arrêtés et sont toujours en prison. Parmi eux, Chow Hang-tung, une défenseure des droits humains soutenue par Amnesty International. En tant qu'avocate, elle avait défendu les militants politiques ciblés par la loi sur la sécurité nationale. Et le 13 décembre 2021, Chow Hang-tung a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour participation à un rassemblement non autorisé pour commémorer de manière pacifique la répression de Tiananmen. Le 4 janvier 2022, elle a été à nouveau condamnée à 15 mois d'emprisonnement, cette fois-ci pour incitation à participer à un rassemblement non autorisé.
après qu'elle ait publié sur les réseaux sociaux un message appelant la population à commémorer la répression de Tiananmen le 4 juillet 2021. La police accuse les membres de Hong Kong Alliance d'être des agents de l'étranger et de se rendre coupables de collusion avec les forces étrangères. Elle utilise la veillée aux bougies annuelle comme preuve de la menace à la sécurité nationale. Alors, si les militants hongkongais n'ont plus la possibilité de rendre hommage aux personnes tuées en 1989, nous avons le devoir impérieux de le faire à leur place. Nous, qui considérons la liberté d'expression, de manifestation pacifique, d'association comme des pierres angulaires des droits humains, en ce qu'elles permettent de revendiquer tous les autres, avons le devoir impérieux de continuer le combat des avocats et des défenseurs des droits humains chinois qui subissent des actes de harcèlement, des manœuvres d'intimidation, des procès iniques, des placements arbitraires en détention durant de longues années, des actes de torture pour simplement exercer leur droit à la liberté d'expression et aux autres droits fondamentaux. Nous, Amnesty International, et malgré la fermeture de nos 2 bureaux de Hong Kong pour des raisons de sécurité, avons le devoir impérieux de continuer à nous battre à vos côtés afin que les autorités chinoises ne rayent pas de l'histoire la tuerie de Tiananmen, non plus que les violations dont elles se rendent chaque jour coupables, non plus que les crimes contre l'humanité commis dans la province du Xinjiang à l'encontre des Ouïghours et des autres autorités musulmanes. Merci, je suis frappée par ce détail qui n'en est pas un, la fermeture des bureaux d'Amnesty à Hong Kong. Hein, vous voyez jusqu'où va la répression. C'est vraiment terrifiant. On a un fidèle là près de nous qui est représentant Albert, c'est joli, qui est président de Mémorial 98, et donc à travers son regard, on élargit notre réflexion. Merci beaucoup Marie d'avoir organisé cela. Je voudrais dire d'abord à propos de la prise de parole de Madame Rousseau tout à l'heure, elle fait face dans sa candidature, je ne suis pas membre de son parti et donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Elle fait face à un candidat de la majorité actuelle qui est le seul député qui a voté contre la reconnaissance de ce qui se passe avec les Ouïghours comme génocide. Il y en a eu malheureusement à gauche qui se sont abstenus, et je le regrette profondément, des gens de la France Insoumise et du Parti communiste français, mais lui a voté contre. Et il se présente, et il est présenté comme le représentant des populations asiatiques qui sont ou d'origine asiatique particulièrement nombreuses dans la circonscription du 13e arrondissement. Récemment, il y a eu une publication importante dans Le Monde à propos des multiples liens extrêmement ambigus et glauques de ce personnage, M. Guantam, je ne peux pas écorcher son nom, qui est membre du Front Uni, c'est-à-dire qui est un envoyé, en tout cas quelqu'un qui est sous domination de ce qui s'appelle le Parti communiste chinois, c'est-à-dire l'appareil de pouvoir de la dictature. Il a été photographié avec Xi Jinping au cours de réunions officielles, etc. Donc, le combat qui est mené par Sandrine Rousseau est particulièrement courageux et important, et nous espérons, ne serait-ce que pour cette raison et pour bien d'autres, qu'elle sera élue et qu'elle pourra porter une voix radicalement différente, notamment sur cette question des droits des peuples chinois, de Chine, pardon, et particulièrement des Ouïghours. Deuxième point que je voudrais dire, c'est à propos de l'Ukraine. C'est très important. Marie Holtzman en a dit un mot. La guerre en Ukraine a été déclarée, enfin elle n'a pas été déclarée, et en plus c'est même pas une guerre, c'est une opération spéciale. Mais elle a été débutée le lendemain de la fin des Jeux officiels
officielle de Pékin. Pourquoi? Parce qu'il y avait une concertation entre Xi Jinping et Poutine pour laisser se dérouler tranquillement les JO, où Poutine s'est rendu, d'ailleurs, un des seuls dirigeants de pays. Il s'est rendu là-bas et il a fraternisé avec son ami Xi Jinping. Et au lendemain de ces JO, la guerre a commencé. Et en effet, il y a toutes sortes de subtilités tactiques, mais il est évident que la dictature chinoise soutient son grand ami. Poutine dit: c'est mon meilleur ami, monsieur. À la vie, à la mort. Bon, vous voyez ce que ça veut dire, à la vie, à la mort. Ils mangent des glaces ensemble, des glaces coréennes, enfin, bon, bref. Ils se mettent en scène en permanence. Et d'ailleurs, à propos de journalistes, vous avez parlé tout à l'heure de journalistes qui sont traités comme des terroristes ou comme des propagandistes. On ne peut pas ne pas penser au journaliste qui vient d'être tué en Ukraine, monsieur Frédéric, le nom m'échappe, un nom composé, merci. Leclerc Imkov, voilà, qui a été tué alors qu'il était parfaitement identifié. Il était dans un convoi humanitaire, il n'était pas sur le terrain en train de faire n'importe quoi. Et surtout, ce qui est important, enfin surtout, hélas, il a été tué. Et au lendemain de sa mort, les organes de propagande liés à Poutine, en l'occurrence l'agence TASS et la dite République populaire de Lugansk, c'est-à-dire les envoyés de Poutine dans le Donbass, ont commencé à le salir en disant qu'il n'était pas journaliste. C'était quelqu'un qui était là pour amener des armes pour les troupes ukrainiennes. Donc on retrouve cette démarche et cette manière de faire qui tend à... bon, puis on sait la manière... Heureusement, Russia Today est interdite maintenant en France, mais il y a d'autres médias qui ont pris le relais, que ce soit CNews, médias 100% français, ou d'autres médias chinois ou autres. Voilà. Néanmoins, il y a un tournant extrêmement important, Marie, et j'espère, je le dis à tout le monde, la reconnaissance du génocide ouïghour par la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale est un tournant quand même important, puisque malgré le déluge de propagande des différents amis de la Chine, de Raffarin aux autres, enfin bon, on les connaît, ce message est passé, notamment grâce au travail de Raphaël Glucksmann, que je salue au passage. Ça devrait être, pour les années à venir, quelque chose qui nous permet, au moins sur ce point-là et sur d'autres, de rebondir. Et dernier point, en effet, les révoltes à Shanghai et dans les universités de Pékin contre les modalités d'enfermement, de confinement, de moyens absolument terribles pour empêcher les gens de sortir de chez eux, montrent que ça n'est pas juste un problème de Tibétains ou d'Ouïghours, mais c'est bien un problème en effet qui touche toute la population chinoise. Alors je conclue en vous disant, les Ukrainiens de Paris manifestent, se retrouvent et manifestent tous les mercredis à 18 h devant l'hôtel de ville, tous les samedis à 15 h place de la République. Je vous assure que s'il y a des gens issus du combat pour la Chine, pour Hong Kong, qui vont là-bas, ils auront la parole et pourront, comme l'ont les Géorgiens et d'autres, et pourront exprimer cette vérité devant une foule rassemblée. Merci à vous. Merci beaucoup, Albert. Et vous avez rappelé avec justesse que les Chinois se sont entendus avec les Russes pour ne pas débuter l'opération spéciale en Ukraine en 2022, mais le même phénomène s'était produit en 2008. Les Chinois et les Russes s'étaient entendus, et à la fin des JO 2008, la Russie a envahi la Géorgie. Donc ce sont des scénarios connus, c'est une longue alliance et une longue stratégie. Et on avait très peur de ce qui risquait de se produire à la fin des JO, mais on n'a jamais imaginé que ce serait ce que c'était. Voilà.
Je voudrais juste donner la parole une seconde à Monsieur Ronsley, qui est un de nos fidèles militants, et pour qu'il vous dise pourquoi il tient le drapeau français dans ses bras. 今天是中国民主运动遭到屠杀33周年的纪念日。我们在这儿，我想我们在这儿纪念这个事，不是为了宣扬仇恨，而是为了让这样的悲剧不会再发生。中国共产党在中国的大陆那个土地上，对中国人民犯下了非常严重的罪行。没有人，谁如果再去纪念6·4，就会遭到无情的镇压。我就是个例子。如果你出来了，我来到法国以后，我的家人还会受到威胁。他们记录档案以后影响3代，这个大家也都知道的。我们的理想就是把中国建设成一个像法国一样自由、民主、不爱的国家。谢谢大家。 Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que si nous sommes ici pour commémorer avec vous, bien sûr, c'est pour rappeler au monde que la Chine a commis un crime terrible il y a 33 ans sur la place Tiananmen. Mais c'est aussi pour vous dire qu'en Chine, on ne peut pas commémorer. Et tous ceux qui voudraient essayer de commémorer aujourd'hui, ça c'est moi qui ajoute, la place Tiananmen est interdite du 20 mai jusqu'au 15 juin, comme par hasard. Donc je reprends ce qu'il vient de dire. Tous ceux qui voudraient commémorer le massacre de la place Tiananmen en Chine seraient arrêtés, jetés en prison, comme beaucoup l'ont été au cours de toutes ces années qui se sont écoulées. Et donc, je suis ici avec le drapeau français pour dire que en France, on peut commémorer, et je voudrais qu'un jour, il y ait en Chine une démocratie vivante, libre, active, comme on voit en France. Alors je vais demander à un autre représentant de la démocratie française, Noël Mamère, de prendre la parole. Alors pourquoi Noël Mamère? D'abord parce qu'il est vert et qu'on ne peut pas penser à l'avenir du monde sans penser au vert. Mais surtout parce que c'est quelqu'un qui défend la démocratie en Chine depuis qu'il est né pratiquement. Merci à Marie pour cette présentation. Je pense qu'il est très important, quelles que soient nos occupations, que nous nous libérions pour venir commémorer cette barbarie qui a eu lieu il y a 33 ans, parce que nous avons toutes et tous, et à juste titre, les yeux tournés vers ce qui se passe en Ukraine, où un dictateur essaie purement et simplement d'effacer un peuple et sa culture. Mais nous ne devons pas oublier que le régime chinois procède exactement de la même manière. Avec les Ouïghours, nous le savons depuis longtemps, et c'est bien que quelques-uns d'entre nous, je pense à Raphaël Glucksmann, à Marie Holzmann et à d'autres, que ce soit rappelé et que l'on montre du doigt ceux qui aujourd'hui dans notre pays n'hésitent pas et sans scrupule à vanter les mérites d'un régime qui est un régime totalitaire, un régime répressif et un régime barbare, qui s'exerce non seulement sur les Ouïghours, mais sur l'ensemble du peuple chinois. N'oublions pas que les Chinois aujourd'hui se servent avec maestria, entre guillemets, des outils numériques pour la reconnaissance faciale, par exemple, qui conduisent à une notation sociale. Et donc nous ne sommes pas dans un capitalisme de surveillance, mais dans un communisme de surveillance. Je n'oublie pas non plus, parce que lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai été à 2 reprises coprésident du groupe d'études sur le Tibet, puisque en France, on ne peut pas créer de groupe d'amitié avec le Tibet, contrairement à tous les autres pays. Et à cette occasion, nous nous sommes beaucoup battus contre la sinisation forcée du Tibet par les autorités chinoises. Nous avons reçu d'ailleurs à plusieurs reprises le Dalai Lama. Et avec Marie, depuis longtemps, et d'autres bien sûr, vous tous ici, et bien au-delà, nous nous battons depuis longtemps pour que la Chine devienne un pays démocratique, même si nous savons aujourd'hui les difficultés rencontrées par tous ceux qui essaient de le faire. Mais j'ai eu un souvenir très présent de ce que nous avions organisé, un peu clandestinement, d'une certaine manière, avec Marie et quelques militants,
Lorsque j'étais député, nous avions fait entrer à l'Assemblée nationale, dans les tribunes des visiteurs, Wei Jincheng, que nous avons fait applaudir par l'ensemble de la représentation nationale. Je n'oublie pas non plus les manifestations que nous avions organisées. C'était la première fois qu'il y avait à peu près 3000 personnes entre le pont de l'Alma et l'ambassade de Chine, quand Li Peng, le boucher de Tiananmen, avait été reçu avec le tapis rouge par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et par le gouvernement. Donc il ne faut surtout rien lâcher, rien céder, et lutter contre l'effacement, contre l'oubli. Les autorités chinoises, sans doute comme de la même manière que Poutine pensait qu'il n'y aurait pas de réaction du peuple ukrainien et de l'Occident et de l'Europe, les Chinois sans doute se disent que parce qu'ils tiennent les rênes du commerce, nous céderons toujours devant l'innommable. Eh bien, nous n'avons pas à plier le genou, restons les uns et les autres des hommes debout, ce qui permettra à tous les Chinois qui rêvent de démocratie et du respect de leur dignité de rester eux aussi debout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'en attendais pas moins de Noël Mamère. Merci. J'aimerais bien que Pierre-Antoine Donnet prenne la parole. Alors, Pierre-Antoine Donnet a été longtemps journaliste pour l'AFP à Pékin. Il en a rapporté beaucoup de souvenirs et beaucoup d'affection pour ce pays. Mais surtout, récemment, il a publié un livre qui entre bien dans... Enfin, il a publié beaucoup de livres. Enfin, il en a publié un en particulier qui rentre bien dans le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui s'intitule « Chine, le grand prédateur ». Alors j'aimerais bien qu'il vous dise en 2 mots en quoi cette prédation nous menace. Bonjour. Je dois vous dire que quand j'étais à l'AFP, bien évidemment, j'étais tenu à une sorte de devoir de réserve. Je suis maintenant à la retraite et donc maintenant je parle cash, j'écris ce que je veux. Et pour reprendre ce que vient de dire Noël Mamère, effectivement, il faut que les femmes et les hommes soient debout. Et ce soir, je voudrais, après toutes ces descriptions terrifiantes sur la Russie et surtout sur la Chine, je voudrais apporter un message d'espoir. Et ce message d'espoir, il est double. D'abord, cette guerre en Ukraine, eh bien, j'ai envie d'écrire une lettre de remerciement à M. Poutine, parce que grâce à lui, les consciences partout se réveillent. L'Union européenne a réussi en l'espace de quelques semaines ce qu'elle n'a pas réussi à faire depuis plus de 10 ans. L'OTAN, dont Macron disait l'année dernière qu'il est en mort cérébrale, n'a jamais aussi été vivante qu'aujourd'hui. Des pays européens qui étaient jaloux de leur indépendance, comme plusieurs pays nordiques, eh bien, maintenant, on n'hésite plus à rejoindre l'OTAN. Mais bien plus loin, en Asie, c'est pareil. Vis-à-vis de la Chine, là aussi, les consciences se réveillent, plus que jamais, et ça continuera dans les années qui vont venir. J'en veux pour preuve la position du Japon, qui, comme vous le savez, du fait de son histoire, qui a été terrible en Asie, eh bien, aujourd'hui, le Japon, lui aussi, change de position. L'année dernière, l'ancien Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, a dit devant les caméras qu'une attaque de l'armée populaire de libération contre Taïwan serait une attaque contre le Japon. Ces propos marquent un tournant considérable. C'est la même chose pour la Corée du Sud. La Corée du Sud, la péninsule coréenne a beaucoup souffert pendant la colonisation japonaise. Il en est resté des ressentiments très forts. Mais aujourd'hui, tous les sondages le montrent. L'ennemi n'est plus le Japon, l'ennemi est la Chine. Joe Biden a dit il y a à peu près une semaine, il a dit très clairement, et c'était la 3e fois qu'il le disait, donc il ne le dit pas par hasard, ce n'est pas quelque chose qui lui a échappé. Il a dit, si d'aventure M. Xi Jinping déclarait une guerre contre Taïwan, eh bien les États-Unis se rangeraient aux côtés de Taïwan. C'est quelque chose là aussi d'extraordinaire. Donc je veux vous dire que les consciences se réveillent à travers le monde vis-à-vis de la Chine. Mais aussi à l'intérieur de la Chine, et là c'est le 2e volet de mon message d'espoir. Tout à l'heure, on disait qu'à Hong Kong, du fait de la loi sur la sécurité nationale,
toute dissidence est tuée dans l'œuf. Les démocrates n'ont plus le droit à la parole, et prendre la parole, c'est très dangereux. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans l'université de Hong Kong, sachez que des étudiants ont réussi à dissimuler des photos, des grandes photos de la déesse de la démocratie qui trônait sur la place Tiananmen jusqu'au 4 juin 1989. Sachez aussi que le 20e congrès du Parti communiste, qui est prévu à l'automne, probablement en octobre ou en novembre, eh bien, il ne s'annonce pas très facile pour le dictateur Xi Jinping. Je vous l'assure, évidemment il sera réélu, parce qu'il a un tas d'affidés autour de lui, qui font carrière grâce à lui. La plupart des corrompus, ils sont membres du Parti communiste pour faire carrière et pour toucher de l'argent, pour se remplir les poches. Mais à l'intérieur de l'élite communiste chinoise, il y en a qui commencent à critiquer Xi Jinping pour ses erreurs stratégiques. Hong Kong, c'est une erreur stratégique. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Quand Deng Xiaoping avait réussi à arracher de Madame Thatcher la rétrocession de Hong Kong à la Chine, en contrepartie, il avait dit « Nous garantissons 50 ans de liberté à Hong Kong, en tout cas de liberté sur le plan économique et social. » Eh bien, il avait inventé ce concept, un pays, deux systèmes. La direction chinoise comptait utiliser ce concept d'un pays, deux systèmes pour séduire la population taïwanaise. Eh bien, avec la loi sur la sécurité nationale, ce concept est mort. Et je vous assure, en Chine, ça prendra du temps. Je ne dirai pas que les valeurs universelles seront adoptées demain, ni même après-demain. Mais ça viendra, je vous l'assure, j'en suis moi personnellement convaincu. Bravo Pierre-Antoine, moi aussi. Voilà, on ne sait pas combien de temps ça prendra, mais ça va venir. C'est pas possible autrement. Je voudrais profiter que j'ai le micro pour vous dire que dans un mois, ce sera le 5e anniversaire de la mort de Liu Xiaobo. Et Liu Xiaobo aussi, il y croyait qu'un jour la démocratie arriverait en Chine. Et malheureusement, Liu Xiaobo, le prix Nobel qu'on a laissé mourir en détention, comme vous vous souvenez sans doute, tout le monde l'oublie. Hein. Enfin, on aimerait l'oublier et hélas, on l'oublie vite. Guilhem, qui est là, a traduit les élégies de Liu Xiaobo, que je vous recommande, puisqu'il avait écrit un poème tous les ans à la mémoire des morts de Tiananmen. Mais je voudrais aussi évoquer sa veuve, Liu Xia, qui s'est exilée, qui vit toujours à Berlin et qui a aussi beaucoup écrit. Et voilà, je voudrais juste citer un tout petit bout d'un poème de Liu Xia. Une nuit qui n'en finit pas. Ces yeux-là, ils reviendront ce soir. Ces fantômes, ils reviendront ce soir. Ils prendront des poses de stèles funéraires. À ces heures-là, ils m'empoignent le cœur. Même si mon souvenir est plein d'herbes sèches, tel un vaste cimetière désert, il n'y a pas de tournesol qui se fane. Pas d'adieu forcené de Van Gogh aux eaux de la douleur, aux rivières glacées des profondeurs de la terre. Tous les spectres, tous les yeux se rassembleront autour de la flamme de cette bougie pour dialoguer en silence avec moi. C'est évidemment aussi une belle évocation de cette nuit qui continue à hanter l'esprit de tous les Chinois qui en ont souffert, qui en ont été plus ou moins près. Et Liu Xia a dû vivre avec quelqu'un, Liu Xiaobo, qui avait consacré sa vie aux âmes mortes de Tiananmen. Alors, nous avons beaucoup de personnes ici qui voudraient prendre la parole, mais moi j'aimerais bien donner la parole à Alain Bouc, qui est l'auteur d'un bulletin mensuel qui paraît sur le site de la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle le groupe Chine, le bulletin du groupe Chine. S'il te plaît, Alain Bouc, ne joue pas les timides. Et Alain Bouc mène une réflexion douloureuse parce que c'est quelqu'un qui ressent profondément les violences de la dictature chinoise, parce qu'il écrit dessus tous les mois depuis 12 ans, je crois, hein, au moins 12 ans. Et je peux vous dire que c'est pas facile de traiter ce genre d'informations avec objectivité
et un sens critique très évident. Je vais être assez bref, mais essayer de dégager la signification de 89 en regardant tout ce qui s'est passé depuis. C'est le départ de quelque chose aussi, 89. Chaque année que nous nous réunissons, d'ailleurs, c'est un peu triste, nous constatons que, oui, que la situation est plutôt pire que l'année précédente. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je voudrais souligner nos inconséquences, les inconséquences de l'Occident, les inconséquences successives. Prenons déjà 89. La réaction, il y a eu une réaction européenne, on s'est indigné et les gouvernements ont décidé de faire un embargo sur les armes. Combien de temps? Au bout de 10 ans, on a fermé les yeux et en fait, la France notamment a repris les ventes d'armes. Et c'était pas pour de petites sommes. Bon, à cette époque-là, au début du millénaire, on applaudit à l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et en même temps, sur la promesse qu'on avait le droit d'accepter, mais qui était idiote, la promesse d'un relâchement, enfin d'une amélioration sur le domaine des droits de l'homme, on donne les Jeux Olympiques à la Chine. Un petit peu de liberté de travail pour les journalistes dans les mois précédant les Jeux Olympiques, et dès qu'elle est fermée, la répression reprend, et d'ailleurs, on a la Constitution 08 de Liu Xiaobo dont Marie a parlé, et l'arrestation de Liu Xiaobo, immédiatement. Qui est le texte, qui mérite vraiment d'être lu, parce que c'est le texte le plus complet sur toutes les mesures qu'il faudrait prendre pour que le régime chinois devienne démocratique. Mais les États, finalement, n'ont pas bougé. En 2013, Xi Jinping prend en main tout l'appareil du parti pour tuer dans l'œuf tout ce qui pourrait affaiblir le régime. Et puis en même temps, avec lui, il affirme que la mer de Chine et tous les îlots qui s'y trouvent sont... Enfin, il le réaffirme, puisque c'était la doctrine officielle, mais enfin, il dit que c'est à la Chine et qu'en plus, il donne des assurances qu'il n'y sera jamais installé de base militaire. Or, les bases militaires ont été installées. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Et depuis l'ère Xi, la lutte s'est amplifiée contre tout ce qui porte atteinte à la toute-puissance du parti, la presse, la religion, les ensembles culturels de la périphérie, Tibet, Ouïghours, Tibet, les comportements individuels aussi, ceux des groupes sociaux, les associations, les avocats, et parce que tout ça peut être contrôlé par cet instrument merveilleux qu'est l'intelligence artificielle. Depuis, les choses n'en font que s'accélérer. En 2 ans, Marie en a parlé, Hong Kong a perdu ses libertés par le biais de la loi du fait de la loi de sécurité nationale. L'Union européenne, sur le moment, avait promis que si la loi de sécurité passait, il y aurait de graves conséquences. La présidente de la Commission européenne avait dit ça, et il n'y a eu aucune conséquence. Au contraire, il y a eu négociation d'un traité, d'accord en suspens, mais d'un traité sur les investissements et sur le commerce, un traité global qui a été signé à la fin de 2020. Alors, les prétentions d'action et d'influence de la Chine s'élargissent parce qu'on voit que maintenant, elle prend ses aises avec les Nations Unies. Elle manipule les missions, elle a manipulé les missions d'enquête sur l'origine du coronavirus. Elle a fait retarder, encadrer et rendu inutile la mission, les contacts que voulait prendre Mme Bachelet à propos du Xinjiang.
Sur le plan des Nations Unies, elle a aussi trouvé que les remarques du directeur de l'OMS sur la politique chinoise interne et la politique de santé, c'était des remarques irresponsables. Bon, ce qui me paraît aussi très grave, c'est que sur plusieurs problèmes très importants, la Chine s'est assurée aux Nations Unies des majorités sur des problèmes graves, sur le Proche-Orient, peut-être même sur la question de Taïwan, au cas où Taïwan serait envahi, et au nom de la politique d'une seule Chine, peut-être qu'une majorité des Nations Unies se rangerait du côté de Pékin. Alors maintenant, on a aussi, et Marie l'a dit, une guerre durable à l'intérieur de l'Europe et qui n'aurait pas été déclenchée si Xi Jinping n'avait pas fermé les yeux sur l'initiative, sur l'invasion ukrainienne. Tout dernièrement, et là encore, ça se passe un petit peu en douce, mais le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, fait une tournée dans le Pacifique du Sud, c'est un petit peu plus loin encore que d'habitude, Pacifique occidental, et auprès des petits îlots États qui sont très faciles à acheter, pour envisager d'y installer éventuellement des bases, et en tout cas de prendre position pour plus tard. Alors si on ne voit pas ce développement depuis en 33 ans, enfin il faut le voir, parce que je crois qu'il n'y a pas de raison que cette expansion s'arrête. Si nous ne sommes pas vigilants sur ce qui est la plus immédiate et la plus massive menace pour les droits de l'homme à l'échelle mondiale, nous ne serons pas sincères dans notre déploration des morts de Taïwan, de Tiananmen. Des morts de Tiananmen. Et aussi, si nous ne sommes pas vigilants, nous ne respecterons pas non plus le 1,3 milliard de Chinois, et ça fait quand même un être humain sur 5 ou 6, qui ont droit à des démocraties et qui se taisent, soit qu'ils aient peur, soit qu'ils aient perdu tout espoir à cause notamment des doubles jeux de nos gouvernements. Vous voyez, suivre l'actualité chinoise au jour le jour ne mène pas à l'optimisme béat. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis heureuse d'accueillir un nouveau venu, là, Monsieur Wang Keping, Li Jushou, voilà. Monsieur Wang Keping va terminer dans 2 jours son travail au musée Rodin. Il a fignolé, on peut dire, ces 3 sculptures monumentales en les 4 structures monumentales au musée Rodin. Et donc, si vous avez encore le temps, vous avez encore 2 jours pour le voir au travail, ça vaut le déplacement. Je cite Wang Keping parce que j'apprécie énormément son travail, mais aussi pour vous dire que c'est lui qui a créé le monument en souvenir de Liu Xiaobo, la chaise vide, et qui se trouve actuellement à la cartoucherie de Vincennes. Alors, j'ai contacté la cartoucherie de Vincennes qui nous envoie ses amitiés, mais ils sont partis jouer à Lyon parce qu'ils ont dans leur pièce de théâtre une chaise vide en bambou qui aurait pu venir beaucoup plus facilement, mais elle est partie à Lyon. Donc voilà, ils nous envoient leurs amitiés, la cartoucherie de Vincennes et les 40 acteurs pensent à nous et sont avec nous. Ariane Mouchkine a toujours défendu le mouvement démocratique chinois, mais je dirais plus spécialement les Tibétains. Elle a toujours eu un grand coup de cœur pour les Tibétains et je ne sais pas si quelqu'un ici veut venir parler de la cause tibétaine. J'ai vu que Thénam était parmi nous, mais Thénam est en train de bavarder là, donc... Oh, et Thénam, tu veux dire quelque chose? Tu veux parler des Tibétains? Merci. Merci Marie. Oui, donc il y a quelques Tibétains aussi ici, donc nous sommes là pour montrer notre solidarité et voilà, pour dire aux messages chinois que nous sommes avec vous. Et je voulais juste vous raconter une petite histoire par rapport à juin 89, pardon.
Ça, c'était quelque chose qui était raconté par Lodi Ghali. Lodi Ghali, il était un des pourparleurs du gouvernement tibétain en exil et le Dalai Lama pour le dialogue entre les autorités chinoises et le gouvernement tibétain en exil. Donc, il raconte que le lendemain de 4 juin, il était convoqué par le Dalai Lama à sa résidence à Dharamsala. Il a vu que le Dalai Lama, il était énervé. Et il dit qu'il n'a jamais vu le Dalai Lama comme ça. Et le premier mot que le Dalai Lama a dit, c'était « Tu l'as vu? Tu l'as vu ?» Et le Ghali, il a compris tout de suite que le Dalai Lama, il parlait de qu'est-ce qui s'est passé sur la place Tiananmen. Et donc, le Ghali, à cette période-là, il était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement tibétain en exil. Donc, il était une personne en contact avec les autorités chinoises. Donc, Dalai Lama, il voulait faire une déclaration de presse pour soutenir les jeunes chinoises, les travailleurs et travailleuses, les agriculteurs. Et Lodi Ghali, il a essayé de dire, mais non, il faut pas ouvertement soutenir dans ce cas-là, car nous sommes en contact avec les autorités chinoises par rapport au Tibet et par rapport à la situation au Tibet. Et la réponse de Dalai Lama, c'était, si moi je ne parle pas aujourd'hui pour soutenir ces jeunes Chinois, ces Chinois démocrates, comment je peux demain défendre la cause tibétaine et la cause du peuple tibétain? Et par la suite, on dit que Deng Xiaoping, il n'a jamais pardonné le Dalai Lama car il a ouvertement soutenu les démocrates chinois, les jeunes chinois. Donc, à cette période-là, il y avait des contacts entre les gouvernements chinois et les autorités et le gouvernement tibétain en exil sur la question du Tibet. Et 89 jusqu'à à peu près 2001, le gouvernement chinois a coupé tout contact avec les autorités tibétaines à Dharamsala. Et on dit aujourd'hui que c'était à cause du soutien de Dalai Lama pour les jeunes Chinois qui étaient tous massacrés sur la place Tiananmen en 89. Voilà, donc c'était juste pour vous rappeler que parfois il y a des gens qui parlent le mouvement tibétain comme les mouvements anti-chinois ou anti-Chine. Donc moi je suis juste là pour vous dire que nous ne sommes pas anti-chinois, nous ne sommes pas l'anti-Chine. On est là pour la liberté au Tibet, on est là contre la colonisation du Tibet, la civilisation. Le Tibet est aussi un pays. On a une civilisation qui dure depuis des 1000 ans. Donc aujourd'hui, on est sous la colonisation du Parti communiste de la Chine et on est là contre. On est contre le Parti communiste, on est contre la colonisation du Tibet, mais pas contre la Chine ou contre le peuple chinois. Voilà. Je vous remercie vraiment pour cette opportunité. Merci Tenam. Et c'est tellement important de faire la différence entre ce qui relève du Parti communiste chinois et de ce qui est le peuple chinois. D'ailleurs, au moment où les grands temples ont commencé à être détruits au Sichuan et dans d'autres régions occupées par des Tibétains en Chine, on a découvert que de nombreux pratiquants du bouddhisme tibétain étaient chinois. Donc, petit à petit, les Chinois et les Tibétains ont commencé à se comprendre, à s'entendre, à vivre et à prier ensemble. Donc, ce n'est évidemment pas un problème de peuple, c'est un problème de régime.
Je voulais vous dire aussi que tout à l'heure, nous allons donner la parole aux Ouïghours, mais que la personne que Dilnour Rehan a mandatée pour venir n'est pas encore arrivée. Et Dilnour Rehan nous annonce qu'elle est souffrante, elle ne peut pas marcher facilement. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est de tout cœur avec nous. Alors, je voudrais donner la parole à M. Jiang Yolu. Et je me permets de donner son âge parce qu'il en est très fier. Il dit qu'il est le plus vieux sur la place aujourd'hui. Il a 88 ans. Il a été très malade du Covid. Il s'en est sorti comme une fleur. Et il veut prendre la parole. Avec plaisir. 大家好，现在我呀是中华民国人啊，我不承认那个什么人民共和国啊，我是中华民国24年生人啊。 再过些日子可能我就更老了啊。另外，我就是说，当时我在巴黎，就是已经在巴黎的时候，我们曾经在中共使馆门前讨论，说中共会不会开枪？很多人说不可能开枪，我跟他们说可能，他们为了维持他们政权，他们肯定结果还是开枪啊，这是一点。另外，我这儿有一份报纸啊。 这份报纸是30年前我保留下来的1989年6月6号的报纸，啊，6月6号的报纸。这个报纸呢，这是等于是档案了，当时留了几份啊，大家可以看一看。另外别的我不想多说了啊，我只想当时，因为在法国的时候，当时是Mitterrand。 当时后来Giscard，当时我申请避难的时候，那么后来呢，在法国呢，这个密特朗的夫人也特别的支持这个中国民主阵线成立大会。现在我手上有一份民主中国阵线成立大会，这个民主阵线成立大会有11的时候有几个口号，我只是把这些口号给大家。 Il faut me laisser traduire un peu. Hein. Alors, Monsieur Gianniolo dit qu'il est en France depuis très de nombreuses années et qu'il ne se considère pas comme un ressortissant de la République populaire de Chine, mais comme un ressortissant de la République de Chine, c'est-à-dire la République démocratique. Il a été très touché par le fait que le président Mitterrand, à l'époque, ait soutenu le mouvement de protestation contre Tiananmen, et il a apporté ici un magazine qui est un témoignage, un journal qui est un témoignage de l'époque qui montrait les photos du massacre. Et c'est un magazine qu'il garde très précieusement comme témoignage de ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc il voudrait vous crier quelques slogans qui lui tiennent à cœur. 现在我念一下这个强烈这个民主中国阵线，当时在法国成立了个民主中国阵线，有严家琪，还有这个万润南等等。这个然后在当时的时候，11的时候有一个口号，强烈声讨6次大屠杀和恐怖统治。2，永远怀念在89民运中 牺牲的民主志士。3，隆重纪念1989年中国民主活动。4，强烈谴责中国政府镇压民主运动。 Voilà, et il apporte un autre document qui avait été rédigé à l'époque par la Fédération démocratique de Chine, à laquelle participaient des personnalités comme Yan Jiaqi, Wu Kaishi, etc., d'autres grands dissidents qui s'étaient échappés de Chine à l'époque. Et tous ces slogans ont un seul et même sens, hein, c'est-à-dire que nous critiquons radicalement ce que le gouvernement chinois a fait et nous prenons la décision de ne jamais oublier le massacre de la place Tiananmen. 这个图，当时的镇压是非常恐怖的。我记得当时，我虽然没在，那时候我已经在这里，我只听说有人，比如说，你这个窗户向着他们在底下开枪镇压百姓，你的窗户开着，他就可以冲上打枪啊，这样死的人也不少。
所以说完全是没有人性的。我现在就是刚才我喊的这些口号，也都是当时在法国成立的中国民主阵线这个些口号，希望大家能够坚持。Et donc, ce que je vous transmets, ce sont des slogans qui ont été rédigés par la Fédération pour la démocratie en Chine, à Paris, évidemment, après l'exil de Chine. Et j'étais à Paris à l'époque pendant le massacre, mais j'ai entendu beaucoup de récits. Et un récit qui m'a particulièrement frappé et choqué, c'était que pendant ce massacre, si vous aviez le malheur d'ouvrir votre fenêtre et de vous pencher pour voir ce qui se passait dans la rue, eh bien vous pouviez être tué. Il y a des gens qui ont comme ça été fauchés brutalement, simplement parce qu'ils s'étaient mis à la fenêtre. 保障基本人权维护社会公正发展民主管理经济，结束一党专政。 Et je vous citerai simplement le dernier slogan. Il faut protéger les droits de l'homme, il faut défendre l'état de droit dans la société, il faut développer une économie libre et il faut mettre fin à un parti unique. Merci Monsieur Chiang-Yolo. Merci pour votre énergie. Alors, nous avons parmi nous beaucoup de gens qui veulent prendre la parole, mais en particulier, monsieur, venez. Alors, monsieur Shi habite en France depuis de nombreuses années, Song Zhongshi, et il peut tout à fait s'exprimer en français, alors j'ai pas besoin de le traduire, c'est très bien comme ça. Bonjour tout le monde. Pour mémoriser le mouvement démocratique du 1989, nous avons parlé déjà beaucoup. 今年6·4我们已经说了很多，现在我想谈2个具体问题。Maintenant, je voudrais parler des 2 questions concrètes. La France envisage quelques menaces qui proviennent d'une dictature. C'est la Chine communiste, c'est le Parti communiste chinois, PCC. Par quoi? Par 2 outils, Huawei et Institut Confucius. Voilà. Mao Zedong a dit, pour gagner le pouvoir d'État, il faut utiliser 2 outils. L'un c'est Qiangganzi, armement, l'autre c'est Biganzi, propagande. Donc Huawei, c'est quelque chose lié avec l'armement, parce que c'est une entreprise d'armement militaire. Enfin, l'autre chose, c'est propagande réalisée par l'Institut Confucius. Pour les Français, il faut viser ces 2 objectifs qui est les plus menaçants à la France. Donc, je suis un prof dans un établissement d'enseignement supérieur de France. J'enseigne 2 cours, sciences humaines pour mes étudiants, la pensée militaire de l'armée chinoise et l'autre, l'histoire contemporaine de Chine depuis 1949. Donc voilà, j'ai rédigé un article déjà publié par plusieurs médias, mais heureusement, plusieurs sites. Mais malheureusement, c'est seulement en chinois. Beaucoup d'amis n'arrivent pas à le lire. Donc, mais vous avez des amis chinois, vous connaissez chinois très bien comme Marie, peut vous expliquer un peu du moins. Même si quand on aura le temps, on peut vous expliquer plus. Je vais vous dire quelque chose, je dis à mes étudiants. Je dis que la France, un pays démocratique, devient un pays dictatorial comme la Chine actuelle, la Chine communiste. Il ne faut que 35 ou 40 mesures
Mais maintenant, la France a déjà pris 2 mesures. L'un, c'est accepter Huawei. L'autre, c'est accepter l'Institut Confucius. Je dis que vous voulez, hein, votre portable est toujours surveillé par Élysée ou Matignon. Un jour, évidemment non. Hein? Vous voudrez que le nombre de votre enfant ou vos enfants soit décidé par l'État, enfant unique, vous n'aurez un jour qu'un seul enfant ou 3 enfants, encouragés par le gouvernement. Vous voulez ou non? Voilà. Nos étudiantes, est-ce que vous voulez un jour, lors d'un recrutement, l'entreprise vous demander, vous aurez le premier enfant en quelle année? Vous aurez finalement combien d'enfants? Voilà, en Chine, dans les années 1980 et 90, c'était le cas. Maintenant, je pense que c'est aussi le cas, mais maintenant je ne sais pas très bien. Donc vous voulez que vos parents vous dénoncent comme la mère de Xi Jinping. Pendant la révolution culturelle, Xi Jinping exprime son mécontentement à la révolution culturelle seulement par 2 ou 3 phases. Il se jette dans la prison par les gardes rouges. Quand il fait une évasion nocturne, aller à la maison, sa mère le dénonçait tout de suite. Dénoncer un fils qu'elle aime. Pourquoi? Parce qu'elle a 4 enfants. Si elle ne dénonce pas Xi Jinping, donc elle va se jeter également dans la prison. À ce moment-là, ces 3 autres enfants soient dans une situation très très difficile, surtout pendant une guerre, comment dire, chaotique. Je vais vous dire également un cas. Vous connaissez très bien Peng Shuai, n'est-ce pas? Un champignon de tennis chinoise. Voilà. Quand elle a obligé d'avoir un rapport sexuel avec le numéro 7 du Parti communiste chinois, la femme de ce dernier garde à la porte pour que ce rapport se déroule sans déranger par des ordres. Voyez, sous la dictature, on ne peut pas faire les choses librement. Tous les Français le savent. Mais un certain nombre de Français ne savent pas. On ne doit même faire des choses contre son cœur et son cœur. C'est le cas de mère de Xi Jinping et la femme de Zhang Gaoli, numéro 7, ex-numéro 7 du PCC. Je vais vous dire la dernière chose. On peut consacrer sa fille à son supérieur pour avoir une promotion. Général Gu Junshan fait quelque chose avec son supérieur, général Xu Caihou. À ce moment-là, il garde également à la porte de chambre à coucher, à laisser un rapport se déroule entre son supérieur, M. Xu Caihou, général Xu Caihou, et sa fille. Donc, je répète, anti-Huawei, anti-Institut Confucius. Merci à tout le monde et merci Marie. Merci, Monsieur Son. On sent la sincérité dans vos propos, c'est sans aucun doute. Je voulais donner la parole à Alain Baron parce que Alain Baron défend très énergiquement les victimes de la répression contre les syndicats en Chine. Et je voudrais aussi adresser une pensée émue à M. Li Chokien, Li Zhuoren en mandarin, qui a été condamné à la prison, qui est actuellement en prison à Hong Kong, et qui est un vieil ami de nos démocraties. Il s'est battu pendant plus de 30 ans pour la défense des droits de l'homme à Hong Kong, pour défendre
enfin on ne peut pas dire des syndicats, mais les ouvriers qui se battaient en Chine pour créer et défendre des syndicats à Hong Kong. Et je peux dire que c'est une des personnes les plus, comme on dit en chinois, rationnelles et pacifiques que j'ai jamais vues. Et quelqu'un qui a beaucoup d'élégance dans son combat et que sa disparition de nos milieux, puisqu'il est maintenant enfermé dans une cellule, est une très grande perte. Alors, Alain Baron va peut-être nous dire la même chose et sûrement aussi beaucoup d'autres choses. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Alain Baron de l'Union syndicale solidaire. Bon, donc, Marie, que je côtoie parfois, a fait une bonne transition, justement, parce que je voulais justement pas reprendre des choses qui ont déjà été dites à plusieurs reprises sur une série de sujets, mais intervenir d'une manière plus particulière sur deux choses. C'est-à-dire, d'une part, la place que le salariat et le syndicalisme a joué dans les événements de 1989 et depuis jusqu'à nos jours. Et la deuxième chose, c'est les liens qui, à mon avis, indissolubles, qui unissent le destin de la Chine continentale et de Hong Kong. Bon, donc comme nous le savons tous évidemment ici, il y a environ 33 ans, il y a même exactement 33 ans, un vent puissant d'espoir s'était mis à souffler sur le continent chinois. Bien. Il avait été initié, comme nous le savons tous, par la jeunesse estudiantine qui luttait pour l'introduction d'une série de droits démocratiques en Chine. Ce qui est souvent moins mis en avant, c'est que des salariés avaient exprimé leur solidarité avec ce mouvement et dans la foulée, il et elle avaient mis en place des embryons de syndicats, qui est quelque chose de tout à fait nouveau en Chine, puisque le syndicalisme avait été détruit dans les années 30, et ce qui a existé par la suite n'a pas grand-chose à voir avec des syndicats, mais sont beaucoup plus des pseudopodes de l'État chinois. Et donc il y avait un syndicat qui s'était constitué donc à Pékin, mais ce qui est souvent moins dit, c'est qu'il y avait eu le même phénomène dans une vingtaine d'autres villes de Chine. Bon, en ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que si on prend un peu l'histoire, si on prend du recul, si on regarde ce qui s'est passé là où a été, entre guillemets, inventé le droit de vote, le suffrage universel, etc., en Europe, le mouvement syndical a joué un rôle déterminant pour l'obtention de ces droits-là, que ça soit en Angleterre, que ça soit en France, que ça soit en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays. Bien. Non seulement pour l'obtention du suffrage universel, mais également pour la sauvegarde des droits démocratiques. Donc, simultanément, le mouvement de la place Tiananmen a été un puissant stimulant de la lutte pour l'obtention des droits démocratiques à Hong Kong, et notamment la lutte pour l'obtention du suffrage universel. Parce que depuis le 19e siècle, la puissance coloniale britannique, État présenté souvent comme démocratique, avait en effet toujours refusé de reconnaître à la population de Hong Kong le droit d'élire librement les institutions exécutives et législatives gouvernant Hong Kong. Et à Hong Kong, comme sur le continent, lorsqu'il y a eu le mouvement de la place Tiananmen, beaucoup ont pensé qu'une nouvelle ère historique allait voir le jour dans cette partie du monde. Mais c'était sans prendre en compte la volonté effrénée de la direction du PC de conserver, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, son pouvoir absolu. Bon, ce pouvoir était hanté, il est toujours hanté, d'ailleurs, par le spectre de la grève générale polonaise de 1980 et l'effondrement des pays de l'Est, et donc elle a refusé tout compromis. Et dans la nuit du 3 au 4 juin, c'est-à-dire exactement il y a 33 ans, les chars ont déferlé sur la place Tiananmen ainsi que dans les alentours, en tirant sur la foule. Les massacres de 89 représentent un tournant majeur dans l'histoire de la Chine, parce que la défaite sanglante du mouvement social et démocratique a créé les conditions d'un grand remplacement, entre guillemets, d'une importante partie de la classe ouvrière de l'époque Mao, par des migrants et des migrantes venus des campagnes chinoises, ainsi qu'une accélération de la transition au capitalisme.
Jusqu'à aujourd'hui, cette orientation du PC chinois s'est maintenue sur le fond, malgré quelques périodes où il y a eu certains assouplissements relatifs. Mais là, les choses aujourd'hui sont tout à fait limpides. Bon, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, l'heure est incontestablement à un durcissement considérable. C'est-à-dire toutes les formes d'organisation ouvrière qui s'étaient constituées en Chine continentale à partir des années 90 et surtout les années 2000 ont été complètement disloquées, réprimées, écrabouillées. Bien. À Hong Kong, les massacres de juin 89 ont causé une émotion considérable. D'autant plus qu'ils avaient passé des espoirs sur ce qui pouvait se passer en Chine. Et cette émotion considérable, d'abord les espoirs suscités par le mouvement Tiananmen, et ensuite l'émotion causée par les massacres de 1989, donc des massacres qui ont eu lieu pas simplement à Pékin, comme il est parfois dit, mais dans toute la Chine, il y a eu le même genre de choses, a causé une émotion considérable à Hong Kong, et ça a stimulé le mouvement pro-démocratie qui avait commencé justement à cette occasion-là, et dont une pièce centrale était la centrale syndicale indépendante HKCTU. Bon, et c'est pas un hasard, c'est Li Shijian, que nous avions rencontré, Marie et moi, il y a quelque temps quand il était venu à Paris, qui était le secrétaire général de HKCTU, était simultanément un des principaux porte-parole de la coalition qui organisait chaque année à Hong Kong des rassemblements monstres de commémoration du 4 juin. Bon, depuis 2020, ces rassemblements ont été interdits. Et face à la répression incessante, la coalition qui les organisait s'est autodissoute. Et depuis près d'1 an et demi, comme des dizaines et des dizaines et des dizaines de militants, Li Shijian est derrière les barreaux et personne ne sait à l'heure actuelle quand il sera libéré. Bon, on assiste depuis 2020 à une absorption progressive de Hong Kong par le régime de Pékin. Par petits pas successifs, les règles en vigueur sur le continent sont en effet instaurées à Hong Kong. Que ça soit la restriction générale des libertés, la liberté d'expression, la liberté de publication, même des bandes dessinées ont été interdites. Il y a une croissance en liaison avec ça, il y a une peur qui s'est généralisée, avec une croissance de la censure et de l'autocensure préventive. C'est-à-dire si on pense qu'en publiant quelque chose, on risque d'aller en prison pour des années et des années, bon évidemment, beaucoup de personnes évitent de dire certaines choses. Et c'est la même chose pour les communications par téléphone, par mail, etc., etc. Bon, il y a donc eu une flopée d'arrestations et des peines de prison arbitraires, et ça continue. Il y a des procès programmés pour des années et des années. Et surtout, ce qui est peut-être même le plus grave, c'est que tout Hongkongais ou toute Hongkongaise vit sous la menace permanente d'être poursuivi par la justice et jeté en prison, y compris de façon rétroactive, y compris pour des actes ou des propos qui ont été tenus avant que la fameuse loi de sécurité nationale ait été mise en place. Et en résultat avec ça, il y a une disparition d'organisations indépendantes du pouvoir, des associations, des partis, des syndicats, des médias, qui soit sont interdites, soit s'autodissolvent parce qu'ils ont peur de la répression. Bon, certes, il n'y a pas eu à partir de 2020 de massacres comme en 1989 à Pékin et dans le reste de la Chine. Mais si la politique actuelle se perpétue, on pourra être en droit de parler d'une sorte de Tiananmen aux caractéristiques hongkongaises. Merci. Merci beaucoup Alain et merci d'avoir parlé aussi longuement de Hong Kong. J'aimerais bien que nos amis de Hong Kong qui sont ici, ils sont assez nombreux d'ailleurs, viennent s'exprimer et qui nous transmettent directement leurs sentiments. Et après, je voudrais demander à Madame Trang Ni de parler un peu de ce que les autres pays d'Asie ressentent. Oui, d'accord. Oui, merci beaucoup à tout le monde. On est deux associations ici à Paris, le Comité pour la liberté à Hong Kong et aussi AHKF, Africa Hong Kong France. Je passe le micro à l'autre pour
dire un petit peu sur... En fait, à Hong Kong, pour nous, ces 2 années, c'est très important parce que la commémoration a été pendant la première fois interdite par le gouvernement chinois et aussi hongkongais. Et là, sous Li Chaoyan, il y a aussi une fille qui est très importante pour nous, qui s'appelle Tong Yicha. Elle était la vice-présidente de Jilanhui. Et puis, elle a été aussi arrêtée, emprisonnée en ce moment. On était un crypto le séparatisme de la Chine. Et puis, je passe le micro à Lorca pour parler un petit peu. Comme ça? Ok. Bonjour. Je m'appelle Lorca. Je suis le membre de AHKF, Africa Hong Kong France. Ça, c'est une association pour le Hong Kongais et aussi l'Africain. Mais en fait, c'est très désolé parce que mon français n'est pas très bien. Donc maintenant, je parle anglais et traduit par mon ami Nicolas. Okay. First, this year is the 3rd year, which is Hong Kong no longer be able to memorize the 4th of June in the Victoria Park of Hong Kong. Cette année, c'est la 3e année où à Hong Kong, on ne peut plus commémorer le massacre. And this, unlike last 2 years, Hong Kong government using an excuse as the COVID, this year they just shut down the Victoria Park from the 3rd of June, 6 o'clock in the evening, until the 5th of June, 11 o'clock in the morning. So basically, they shut down the Victoria Park for the whole day, the 4th of June. Pendant les 2 premières années, en 2020 et 2021, le gouvernement a utilisé le Covid comme un prétexte, comme une excuse pour interdire la commémoration, le vigile. Mais cette année, le gouvernement n'a même plus besoin d'excuses. Il juste interdit le vigile en citant la loi de sécurité nationale. Ah oui, et le gouvernement a fermé le parc où au lieu le vigile depuis 33 ans. And also today, in the press conference, of the police press conference, the policeman in Hong Kong said that no matter you are one person on the street tomorrow, which is 4th of June, or you just send a kind of message or post on internet on any means which is sub-speed, telling people to go on the street, you already break the law, which is you break the illegal assembly bill. Ouais, parce que ça peut être un rassemblement lié au terrorisme. Il y a un risque d'attentat terroriste. Mais quand les journalistes demandent à la police de Hong Kong pourquoi, est-ce qu'il y a des preuves sur le terrorisme, la police de Hong Kong a dit non, il n'y en a pas de preuves, mais il a dit que c'est exactement pourquoi il faut interdire tous les rassemblements. But even though
the Hong Kong government and Hong Kong police try their very best to forbid anyone to memorize 4th of June. But people in Hong Kong didn't forget. So they still have a lot of little assembly by themselves and also a little actions for resistance. For example, in the Hong Kong Chinese University, there's some students, they made some little statue of the the China Liberate Ladies sculpture. They make it like small, like this size, and put everywhere in the university, and asking people to search freedom in Hong Kong. Ouais, mais après toutes ces interdictions, les gens, les Hongkongais rassemblent ou commémorent le massacre de sa propre manière. Par exemple, il y a des rassemblements dispersés partout à Hong Kong. Et il y a aussi une chasse au trésor qui est assez intéressante, organisée à l'université chinoise de Hong Kong. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est que c'est une chasse au trésor de statues, de mini-statues de la liberté, de démocratie. C'est comme une métaphore de chercher la démocratie. So no matter how the government and the authorities try to silence people in Hong Kong, but believe us, we are still resisting. No matter the people, the political prisoner in jail, or the people in Hong Kong, ordinary people, or the university students, we still fighting, and we are together. So thank you very much. Oui, malgré toutes les interdictions et tentatives du gouvernement de Hong Kong d'arrêter tous ces rassemblements, toutes les commémorations, nous continuerons notre lutte. Les citoyens normaux, les étudiants, on va continuer et on ne sait jamais. Merci. Et enfin, c'est comme l'année dernière, on veut créer encore le slogan de Dylan Hui, qui a été arrêté aussi, interdit par le gouvernement hongkongais. 釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國。Merci. Ça fait plaisir de voir la jeunesse hongkongaise et d'entendre quelques slogans en cantonais. Alors Michel qui est là, il a compris, moi je ne comprends pas le cantonais, mais je suis sûre que c'était des slogans pour la démocratie. Je voudrais demander à Madame Tranny, qui anime depuis des années le mouvement des peuples asiatiques pour la démocratie, de dire quelques mots. Venez s'il vous plaît. Et je lui demanderai de pas parler plus que 5 minutes parce que sinon on va pas y arriver, on doit partir à 20h. Merci Marie d'avoir perduré cette commémoration et d'avoir permis à la communauté vietnamienne de prendre la parole. Merci. Il y a 33 ans, la Chine communiste écrasait sa jeunesse
place Tiananmen. Ce soir, nous rendons hommage aux victimes, à toutes ces mères de Tiananmen, ces femmes qui ont perdu un enfant lorsque l'armée chinoise a envoyé ses tanks pour déloger les étudiants de la place. Souvenons-nous de la répression du printemps de Pékin, survenue de la nuit du 3 au 4 juin 1989, place Tiananmen. En ce jour spécial, nous avons une pensée particulière et émue à l'écrivain dissident chinois et prix Nobel de la paix 2010, M. Liu Xiaobo. Il y a 33 ans, mais comme si c'était hier, car dans le monde, les répressions sanglantes continuent. Nous pensons à l'Ukraine. Alors que Xi Jinping prêche l'ouverture lors de ses discours sur la scène mondiale, son gouvernement enterre la vérité sur le massacre de Tiananmen par le silence, le déni et la persécution de ceux qui cherchent à commémorer cet événement. Tant que Pékin refusera de connaître, de reconnaître son propre rôle dans des atrocités commises dans le passé, les belles paroles de Xi Jinping manquent de crédibilité. La République socialiste du Vietnam, ou le Vietnam, est l'une des pires dictatures d'Asie. Alors qu'on nous parle de l'absence de liberté en Chine et de la répression au Tibet, excusez-moi, je suis toujours émue de parler de mon pays, de la répression au Vietnam. Tandis qu'on parle de la répression au Tibet, au Turkestan oriental ou encore à Hong Kong, il ne faut pas oublier la situation politique catastrophique du Vietnam, qui depuis 1975 et la prise de Saigon vit sous la coupe sanguinaire du Parti communiste vietnamien, complice avec le gouvernement chinois. Sous la présidence du gouvernement communiste vietnamien actuel, il a commis diverses violations des droits humains, prenant pour cible des activistes de la société civile, portant atteinte à la liberté d'expression et de religion, en renforçant son contrôle de tout discours idéologique. Au Vietnam, vous risquez votre vie sur les réseaux sociaux, car vous êtes constamment sous haute surveillance. Donc faites attention à ce que vous écrivez, mais aussi à ce que vous lisez. Cette dictature au Vietnam se traduit par un culte de la personnalité de Ho Chi Minh, dictateur sanguinaire dont on voit partout le portrait, et le peuple vietnamien est soumis à une propagande subtile distillée au quotidien. Les opposants sont par ailleurs jetés en prison après les simulacres de procès pour propagande contre l'État socialiste. Et bien évidemment, ces prisonniers de conscience ont subi de la maltraitance en prison jusqu'à la mort sans suivre, ou seront expulsés hors du Vietnam pour couper court à tout éventuel rêve de liberté et de démocratie. Cette dictature se traduit également par une impossibilité pour les journalistes et les blogueurs, même étrangers, de faire leur travail correctement. Ainsi est punie une amende ou en garde à vue toute information non autorisée ou non conforme aux intérêts du peuple. En réalité, toute critique du régime vietnamien. Au Vietnam, il n'y a pas vraiment d'élections et des manifestations y sont interdites. Ici en France, j'envoie la liberté de dire publiquement que je suis opposé à la politique du gouvernement. Je peux écrire, je peux manifester pour protester. Au Vietnam, c'est impossible. Vous risquez la prison si vous critiquez le gouvernement. Les Vietnamiens qui ont protesté contre le gouvernement peuvent être arrêtés pour troubles à la circulation. Enfin, pour conclure, nous sommes ici car nous avons un combat à mener ensemble contre toute forme de dictature pour que la vérité et la justice soient faites. Si nous ne prenons pas l'initiative, qui le fera pour nous? À vous. Il y a 33 ans, Tiananmen. Ce soir, nous prions ensemble
pour les victimes de Tiananmen. Soyez en paix, mais nous continuons à nous battre, car c'est notre devoir, c'est notre mission. Nous ne les oublions jamais. Merci de votre attention. Vive la liberté, vive la démocratie. Vietnam. Merci. Ça marche à nouveau. Venez s'il vous plaît. Dil Nouréane n'a pas pu venir et vous le savez, la situation au Xinjiang, au Turkestan oriental, comme disent les Ouïghours, est une des plus dramatiques. Donc c'est important de lui donner la parole. Je vous demande de ne pas être trop long et on donnera enfin la parole à Marcel Roux, mais pas plus de 2 minutes. Voilà, parce qu'après nous devons nous disperser. Merci aux organisateurs et à Marie Haussmann aussi de nous laisser la parole, à l'Institut Ouïghour d'Europe qui milite pour le rayonnement de la civilisation, de la langue, de la culture ouïghour pour les membres de la diaspora et aussi pour faire reconnaître le génocide ouïghour. C'est d'ailleurs une mobilisation qui a abouti, une mobilisation de plus d'1 an qui a abouti le jeudi 20 janvier dernier, avec la reconnaissance du génocide ouïghour à l'Assemblée nationale grâce à la mobilisation de la jeunesse française, grâce aussi à des personnalités politiques, publiques et médiatiques, et vraiment nous leur témoignons notre gratitude. Je tiens dans ma main un discours de notre présidente, Dil Nouréane, sociologue, qui s'excuse de ne pas être présente et due à sa santé. Je vais donc porter ce discours en son nom, au nom de l'Institut et aussi de la diaspora ouïghour. Discours pour le rassemblement autour de la mémoire du massacre de Tiananmen. Cela fait 33 ans que les étudiantes de Pékin ont été massacrées par milliers par le régime communiste chinois, sans aucune pitié. Leur seul crime a été d'aspirer à plus de liberté et à la démocratie, comme n'importe quelle jeunesse dans le monde. Depuis fin 2016, le monde assiste sans grande réaction au génocide du peuple ouïghour par ce même régime. Grâce aux révélations multiples des documents hautement confidentiels, que ce soit les Xinjiang Papers, les China Cables ou encore les Xinjiang Police Files, le monde sait désormais que c'est un projet génocidaire, planifié et ordonné directement par Xi Jinping avec ses propres mots. Soyez sans pitié contre les Ouïghours. 33 ans après, Pékin nie toujours de reconnaître le massacre, refuse d'ouvrir les archives et de révéler le réel nombre de victimes de ce massacre. Comment est-il possible d'espérer de ce régime caractérisé par le sang et par la terreur qu'il ouvre les portes de ces camps de concentration pour montrer les preuves de son génocide? Oui, le régime communiste chinois, en place depuis 1949, est un régime totalitaire sans pitié. Elle n'a déjà aucune pitié envers sa propre jeunesse, de sa propre ethnie dominante. Il est irréaliste d'espérer une pitié pour les peuples colonisés, devenus depuis des minorités ethniques, telles que les Ouïghours et les Tibétains tibétaines. C'est pourquoi les tentatives de négociation des organisations tibétaines, d'abord, ensuite Ouïghours, de la diaspora, avec le Parti communiste chinois, n'ont jamais abouti à rien. Tant que ce régime totalitaire est en place, il est impossible de négocier quoi que ce soit en termes de liberté pour les peuples colonisés. Encore moins la question de leur décolonisation. Mais des ONG pour les droits humains, les politiques humanistes et toute personne qui aspire à la démocratie, à la paix et à la liberté ne doivent pas oublier que la Chine est aussi une puissance coloniale. Que les peuples colonisés tels que les Ouïghours et les Tibétains tibétaines ont le droit d'obtenir la décolonisation comme n'importe où dans ce monde. Vive la liberté, vive la paix et vive la démocratie. Merci à vous. Je suis contente qu'on ait entendu la parole des Ouïghours. Alors, Marcel. Bonsoir. Vous m'entendez? Ça marche? Bonsoir. Merci d'être encore là. Je crois que tout a été dit, donc ça va être très bref. Il
y a des mots qu'il faut bien entendre, en particulier le mot colonisation et le mot oppression. Pékin est responsable, le PCC est responsable, Xi Jinping est le plus terrible actuellement de tous ceux qui ont défilé au PCC. Je crois que ce soir, en vous voyant tous, en comptant les associations signataires, nous sommes 17 associations, d'autres n'ont pas pu se joindre à nous. Il y a 17 associations pour défendre les droits de l'homme. Il y a des nations colonisées, comme la Mongolie, comme le Tibet, comme le Turkestan oriental, et des nations qui commencent à subir les effets d'une nouvelle colonisation. Hong Kong, Taïwan est en limite d'être soumis à ce que connaît l'Ukraine. C'est un peu le but entre Poutine et Xi Jinping. Je vais les appeler les deux salopards, pardonnez-moi. Et il faut absolument que nous essayions en France, puisqu'on a le droit à la parole encore un peu, de réaliser une coalition pour lutter contre ces colonies, pour essayer d'obtenir le droit à l'autodétermination de tous ces peuples et essayer d'être nous-mêmes fédérés en unissant tous les drapeaux ici présents, Mongolie, Vietnam, Tibet, Turkestan oriental. Taïwan vient de voir passer 465 agressions d'avions militaires chinois en moins de quelques mois. C'est dire si la pression est énorme. Alors, à nous, les pays libres, de créer une coalition efficace et de cesser un peu d'écouter le blablabla de nos élus. Je vais donner un dernier exemple par rapport à l'association, à ce monsieur qui parlait de Confucius. Eh bien, nous avons en France un commissaire au plan qui s'appelle monsieur Bayrou. Depuis 2 ans, nous luttons contre lui, nous lui écrivons, nous observons ce qu'il fait, pas de réponse, bien sûr. Sur le boulevard des Pyrénées, dans sa bonne ville de Pau, il a accroché le drapeau chinois au milieu de tous les drapeaux européens et français. Le 10 décembre, une grosse tempête a déchiré le drapeau chinois qui ne tenait plus qu'à un fil, les autres étaient intacts, c'était un symbole. Il a réussi à le garder encore déchiré jusqu'il y a quelques semaines, puis il a tout enlevé. Nous avons crié victoire, vu le nombre de lettres que nous lui avons envoyées. Manque de chance, il y a 3 jours, le drapeau chinois est revenu avec tous les autres et tout neuf. Alors à nous d'écrire à M. Bayrou, à nous de cesser de croire à ces messieurs français, Raffarin, Bayrou et autres, de Villepin quelquefois, qui nous roulent dans la farine et nous racontent n'importe quoi. Voilà. Il faut continuer à s'unir et il faut une véritable coalition pour la décolonisation. De plus, les pays africains se joignent à nous et ceci est un très bon signe puisqu'ils ont subi, comme ils nous le disent, la colonisation des pays européens et que par les routes de la soie, ils refusent d'être envahis par ces routes de la soie. Véritable chemin de la nouvelle colonisation et de l'esclavagisme. Merci. Merci Marcel, elle a été courte, précise et percutante. Et il est 20h, je me suis engagée à ce que nous nous dispersions à 20h. Donc je vous remercie tous d'être venus et j'espère que l'an prochain nous célébrerons la démocratie en Chine. On peut rêver, n'est-ce pas? Au revoir.